3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous, président, fondateur, cofondateur et directeur des investissements d'Elkano Asset Management. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Damien Charlet nous accompagne également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Julien Moutier. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des gestions obligataires de Groupama Asset Management. Le spread franco-allemand, qui devient évidemment la mesure, peut-être une des mesures les plus regardées du moment sur les marchés financiers globaux. Julien, on est monté, alors je crois, jusqu'à 85 en clôture vendredi, pour revenir naviguer entre 70 et 75 depuis le début de la semaine. Bon, que traduit ce niveau de spread à ce stade dans cet entre-deux tours des élections législatives françaises ? Je dirais qu'à ce stade, ça traduit encore une forme d'incertitude, de fébrilité face aux résultats à l'issue du second tour, entre une majorité absolue pour le RN et une assemblée partagée, mixée entre des forces en présence mais qui ne parviennent pas à une majorité absolue. Donc c'est un spread d'incertitude qui pour autant ne price plus le scénario du pire au sens économique, financier selon les marchés, c'est-à-dire une majorité absolue du NFP qui était vue comme destructeur pour la marche de la dette française, je dirais. Mmh. Qu'est-ce qui fait que le scénario d'une majorité absolue éventuelle du RN est moins pire que sur le plan économique toujours que le scénario écarté d'une majorité de la gauche et associée ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le poids de l'histoire et des précédentes craintes s'agissant de partis extrémistes, notamment de droite. On pourrait évoquer le sujet de Giorgia Meloni en Italie. Le spread italien s'écarte jusqu'en septembre 2022, puis se resserre lorsque finalement, je dirais que le gouvernement de Meloni a rassuré en ne déployant pas les promesses électorales. C'est le lot de beaucoup de promesses électorales et on en sait quelque chose en France. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, quelque part, l'histoire nous a montré que le pire n'était pas toujours à craindre a posteriori d'un point de vue économique. Et donc, quelque part, la non-exécution d'un programme donné peut finalement rassurer. Alors, ça pourrait s'appliquer aussi au NFP, vous me direz. S'agissant du RN, on a vu déjà beaucoup de rétropédalage et notamment une mention faite d'un audit qui pourrait avoir lieu s'il devait arriver au gouvernement, qui viendrait valider ou pas les propositions. En tout cas, ils ont déjà effectué à ce stade un plan de propositions prioritaires à côté des propositions, je dirais, globales, qui vient déjà restreindre le budget des dépenses. Et donc, si pour le marché concernant la France, spécifiquement en Europe, se pose la question de la consolidation budgétaire, de la crédibilité de la trajectoire budgétaire, avec déjà un plan pluriannuel présenté à Bruxelles, qui faisait part jusqu'à présent d'un effort de consolidation quand même important, le marché arrive à se convaincre qu'un nouveau gouvernement dirigé par le RN et ses alliés, face à cette réalité, n'aurait pas d'autre choix que de mettre en œuvre la consolidation fiscale et budgétaire qui est attendue de la part de la France aujourd'hui en Europe. Oui, parce qu'en fait, on a eu des exemples, encore une fois, historiquement, que ce soit avec Giorgia Meloni, avec Alexis Tsipras, avec Liz Truss, on l'a vu, le gouvernement de Liz Truss a duré 44 jours. Alors certes, on a un pragmatisme, peut-être une réactivité en Angleterre qui sont peut-être plus forts que ce qu'on aurait en France. En tout cas, on a des forces de rappel marché, et au-delà de ça, également par les instances européennes, où il faut quand même signaler que la France est rentrée en procédure de déficit excessif, en tout cas dans la première étape. Elle est rentrée en procédure de déficit excessif. Enfin, j'ai pas fait le compte, mais elle a sans doute souvent été plus longtemps en procédure de déficit excessif que l'inverse. Je vois ce que vous voulez dire. Non, mais ça n'a jamais empêché l'OAT de très bien se comporter et d'être plébiscité par la communauté financière. Après, ça donne un cadre. On sait que le gouvernement qui rentre en procédure de déficit, le pays qui rentre en procédure de déficit excessif doit ensuite converger par pas de 0,5% chaque année vers la cible inférieure à 3%. On a un contrôle accru, une sorte de mise sous tutelle quelque part de la Commission européenne sur les dépenses de l'État. Et voilà, donc il y a tout un cadre relativement contraignant qui vient limiter le champ d'action du pays. Bon. Je reprends vos exemples, et évidemment, c'est des parallèles qu'on observe et qu'on a étudiés, mais Meloni, dans le cas de Meloni en tout cas, ça s'est fait en douceur. Alors il y avait eu l'épisode Berlusconi, crise souveraine, le spread, etc. qui s'envole. Meloni, ça s'est fait en douceur. Liz Truss, ça s'est fait dans la douleur. Oui. Comment vous évaluez les probabilités d'un scénario à la Truss, ou en tout cas par un passage douloureux, et un scénario
plus en douceur, comme on a pu le voir en Italie. C'est difficile à dire, mais je pense que s'agissant du RN, il ne souhaite pas s'afficher comme étant, a priori, le parti qui a fait exploser la dette française lors de son avènement. Il ménage les susceptibilités, il y a un travail de diabolisation qui est mis en œuvre d'un point de vue sociétal et économique. Ils se veulent un parti traditionnel, et donc, dans ce sens, on peut imaginer qu'ils vont faire en sorte d'éviter l'éclatement, je dirais, et la fragmentation des dettes européennes, ou notamment de la dette française. Et encore une fois, on aura des forces de rappel qui seront assez fortes. Alors oui, on peut se faire mal avant que cela revienne, mais je dirais que voilà, l'événement Liz Truss n'a duré que 2 mois et rentré dans le 45 jours, c'est ça? Oui, moins qu'une salade. Alors, mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, très claire. Entre qui et qui? Entre Truss et Mélanie. Et ce qu'on parle, d'accord. ce qui est européen. Et la possibilité d'une majorité... est un meilleur exemple, parce que, grosso modo, en France, on est encadré. Et quelque part, si jamais on va contre l'Europe, et il n'y aura pas entre l'Europe du Nord austère et l'Europe du Sud qui est passée par l'ajustement, il n'y aura pas de pitié de la part des autres Européens. Ah non. Soit on l'accepte, soit on le refuse. Donc soit c'est le Frexit, quelque part, qui reviendra à un moment ou un autre et qui sera peut-être mis en avant par le RN, mais soit on reste dans les clous, on est contraint à forcer de rester dans les clous. Liz Truss, c'est la fin, je dirais, de l'épisode Brexit, où avec le retour d'une autonomie totale de la Grande-Bretagne en sortant de l'Union européenne, et une implosion en vote, quelque part, je dirais, c'est les deux chemins du RN ou de l'extrême droite populiste dans le monde. Alors Orban étant en part, c'est soit on devient un parti de droite classique, quelque part, et là c'est la mélonisation, soit on reste à confronter au réel, à ne pas se confronter au réel, c'est Liz Truss, on impose en vol, et le 4 juillet, le parti, c'est la fin du plus vieux parti d'occidental, démocratique occidental, le parti conservateur peut disparaître le 4 juillet, et le principal fait d'armes du Parti conservateur de ces 7 dernières années, c'est le Brexit. Et le Brexit est la volonté des conservateurs qui seraient remplacés par Nigel Farage et son... Éventuellement, et réforme qui se voit comme premier opposant de Keir Starmer. Si il y a le premier opposant de sa reine, du gouvernement de sa majesté, pourrait être les libéraux démocrates, et donc remettre l'accession européenne au cœur de l'opposition à sa majesté. Je dis, si on a moins de 50 députés conservateurs, ce qui est une possibilité donc la semaine prochaine. On parle du UK, je précise, parce que toutes les élections sont sur la table, mais c'est le moment politique. Parce que le Parti conservateur anglais, et à travers Liz Truss, a choisi une vision populiste, déconnectée des réalités, et s'est fracassé sur la réalité, et 7 ans après, risque de disparaître de la carte politique et de renaître sous une forme différente. Mais c'est un parti qui date de 1842, sous sa forme actuelle, le parti unioniste et conservateur de Grande-Bretagne et d'Irlande. Voilà, donc pour moi, Truss, c'est vraiment l'opposé, où il y a une autonomie totale. Elle a fait n'importe quoi, elle a été punie, et c'est aussi l'aboutissement de l'histoire conservatrice qui a décidé de s'affranchir des réalités et d'être un parti qui était ultra pragmatiste et de venir détacher des réalités. Et donc se fracasse sur les réalités. En France et dans la zone euro, je veux dire, le choix qui va se poser, c'est soit de se soumettre ou de se démettre. Pour reprendre la phrase. Voilà, c'est-à-dire que soit on reste dans le cadre des règles européennes, et à un moment ou à un autre, il va falloir suivre ce qui a été décrit tout à l'heure. Soit on pose le Frexit sur la table, et là, effectivement, on trouve l'autonomie, et là, on est dans la vision anglaise. Je dirais que le parallèle, c'est plutôt la Grèce, qui est allée au bord du précipice et qui est revenue. Voilà, pour le moment, en tout cas. Et je pense, ce qui, derrière, rassure les marchés quelque part, au-delà des 80 bips de spread, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de vision pour un Frexit, même si une partie du Front National va agiter cette vision-là. Alors que ce soit un moindre mal, la France ingouvernable, moindre mal, ok. Après, ça en fait pas un bull case non plus, j'ai l'impression, pour la France, les actifs français, une France qui peut pas se réformer, une France qui est membre du Conseil de sécurité permanent de l'ONU, du G7, de membre fondateur de l'Europe, etc. Ça peut poser des problèmes aussi, j'entends. Et le problème majeur, je veux dire, si on regarde objectivement les statistiques économiques, elles sont pas mal, sauf une seule qui était la dérive de la dette publique, qu'on mettait, je veux dire, qui était la croix que portait un peu macronisme. Derrière, quand on voit les élections, c'est un concours à l'épine de dépenses publiques. Je veux dire, il n'y a personne n'est venu faire campagne sur la restriction et la diminution de la dette. Donc, on voit bien que quand même, c'est... Je ne crois pas que ça paye beaucoup, non, mais puis, voilà, non, mais c'est ça, il y a ça. C'est problématique. On parlait qui rejoint cette mise sous tutelle, enfin, cette mise... c'est qu'aujourd'hui, on a beau, quand on dit vous ne connaissez pas la dette publique, c'est juste une insulte avant les élections. Mais après, derrière, tout le monde ouvre les vannes.
Bon, Damien, vos commentaires sur ce facteur politique qui envahit quand même et qui devient, en tout cas à court terme au moins, un driver de marché. Et puis, dans la gestion de la relation avec les clients privés de Mandarin Gestion. Je veux dire, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un peu les retours du terrain, quelles sont leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs questionnements et comment on y répond aujourd'hui. Alors, sur le fiscal, on y répond difficilement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de clients qui sont inquiets sur la partie fiscale. Ouais. À cause des différentes mesures de qui tout sont ce proposées, qui a été mis sur la table. Notamment plutôt l'aile gauche, qui est un peu plus douloureuse fiscalement pour un certain nombre de clients. Donc ça, en étant factuel, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle parce que le plus souvent, les lois fiscales sont rétroactives et que les faits générateurs vont se dérouler en 2025. Donc là-dessus... de toute façon, ça ne sert à rien de se précipiter aujourd'hui. Et sur la partie bourse et investissement, là aussi, évidemment, les clients sont inquiets. Mais on essaie de leur rappeler certains éléments factuels. Alors évidemment, ils sont sous le coup de l'émotion parce qu'ils sont français et qu'ils ont la perception que ce qui s'est passé en France, c'est une réalité européenne, voire une évolution du monde. Donc ils sont particulièrement inquiets. Mais la réalité, c'est que si on regarde juste les marchés boursiers, oui, il y a eu de la douleur sur le marché boursier français, mais sur le reste du monde, l'Europe a un petit peu souffert parce qu'il y a des titres français dans l'Europe, mais sinon le reste du monde ne s'est pas du tout intéressé, ou en tout cas, il n'y a pas eu d'impact financier sur les marchés étrangers, que ce soit actions ou que ce soit obligations. Donc au final, si vous avez un portefeuille aujourd'hui qui a investi de manière un peu diversifiée... L'internationalisation, ça protège, quoi. Ah ben complètement, clairement. Complètement. Donc, si vous avez un portefeuille un tout petit peu diversifié, aussi bien en actions qu'en obligations, votre portefeuille, il a pratiquement pas baissé au mois de juin. Donc, quand on les ramène à la réalité et au fait que, oui, il y a des incertitudes en France, oui, peut-être que l'économie française va ralentir au deuxième semestre, mais non, a priori, ça ne va pas avoir un impact gigantesque sur le monde, peut-être un impact sur l'Europe, mais là, pour l'instant, la visibilité est un peu réduite. Mais donc, la plupart des clients entendent ce genre de discours. Ils voient bien. Là, on peut leur montrer des éléments objectifs pour leur dire... quittez pas le navire dans la Même dans les la actifs panique. européens dans leur ensemble, vous dites, ça reste quand même un univers d'investissement avec lequel on peut être confortable, même si la France, encore une fois, si on s'est posé de la question de savoir si la Grèce était systémique, que dire de l'Italie, que dire de la France de ce point de vue-là. Donc, on n'est quand même pas encore sur une crainte systémique sur la France. Là, on est, une fois de plus, je pense qu'on est un peu dans l'émotion. Ouais. Pour l'instant, il y a des promesses de la part des différents candidats aux élections, mais on voit bien qu'il y a effectivement un camp qui a un peu plus rassuré quand on a vu qu'en tout cas le NFP avait peu de chances d'être majoritaire, ça a rassuré les marchés. Est-ce que ça en fait un bull case ? Clairement non. Je pense que le discours qui est le nôtre, et je pense de beaucoup d'investisseurs, c'est que la France quand même va rester très très lourde pendant un certain nombre de mois parce que justement... Ce sera une situation quand même moins bonne qu'avant le 9 juin et la décision de la dissolution. Bien sûr. Pour le plan de l'investisseur et bien sûr, parce que vous l'économie. Vous mettez à la place de n'importe quel agent de marché, agent économique, que ce soit un particulier ou une entreprise, là, tout va s'arrêter pendant quelques mois, au mieux. Si le parti qui arrive au pouvoir n'est pas trop perturbateur, disruptif, et qu'il arrive à montrer que finalement... Il y a eu la campagne électorale et puis après, il y a la réalité des choses. Peut-être que l'investissement et la consommation... Le capital politique d'un parti comme le RN est fondé quand même justement sur cette idée de disruption. C'est toujours la question d'à quelle vitesse les choses changent de ce point de vue. Et je sais que ça peut changer vite. Alors, là, je pense que chacun a son interprétation. Oui, je ne veux pas vous emmener là où vous ne seriez pas confortable. Non, mais je veux pas... C'est pas du tout le sujet. C'est que le sentiment, c'est que... En tout cas, ils ont souhaité se donner une image moins disruptive sur le plan économique que le NFP, qui, lui, clairement, est jusqu'au boutiste, ne respecte pas le pacte de stabilité, présente un budget qui est largement plus déséquilibré et qui s'attaque beaucoup plus à certains agents économiques qui sont quand même producteurs de richesse en France que le programme du Rassemblement national. Après, une fois de plus, on verra à l'épreuve des faits. Mais en tout cas, sur le papier, que le marché était rassuré le lendemain des élections, c'est compréhensible. Maintenant, une fois de plus, il n'y a pas de bull case sur la France. Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de boule qui est sur la... Donc, il y a quand même un changement par rapport à ce que... Il y a une augmentation du risque. Bien sûr. Donc, en fait, dans un portefeuille, globalement... c'est pas la peine d'en remettre trop aujourd'hui. On a plutôt réduit la France pour aller sur autre chose. Et ceux qui n'ont... oui, c'est ça. Oui, je comprends. Si vous n'avez pas vendu le 7 juin, ça ne sert à rien non plus de tout vendre aujourd'hui. Non, il y a quand même eu une correction qui n'était pas nulle. Hein. Le CAC a quand même fait moins 6. Les mid et small ont fait moins 10. Les mid-cap ont fait moins 10, oui, bien Exactement. sûr. On refait moins 10. Exactement. Alors, évidemment, c'était le pari de beaucoup d'investisseurs. Donc maintenant, c'est couper un peu la... C'est à la trappe. Mais bon, ça se comprend, parce que quand on regarde les indices, c'est entre 40 et 60% de chiffre d'affaires en France. Un investisseur global, notamment sur le marché obligataire, Julien, je parle sous votre contrôle, il a toujours l'idée qu'il y a un prêteur en dernier ressort, que la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde, à l'ouverture de Sintra, alors, ne veut pas s'apesantir sur le cas français, et on peut la comprendre. Néanmoins, quand on lui pose la question, et tout le monde lui pose la question, elle répond de manière assez conventionnelle, on va dire, en indiquant que la stabilité des prix, ça passe par la stabilité financière, que ça fait partie du job de la BCE, et que chaque situation, et pas moins celle de la France, pas plus qu'un autre, est regardée avec vigilance, etc. Les marchés ont toujours l'idée qu'il y aura à un moment une action de la BCE dans le cas où on bascule d'un scénario de surprise à un scénario de crise, Julien. Oui, c'est vrai, c'est un argument solide. Et à partir de quand on imagine, ou dans quel type de scénario de crise, on imagine une BCE contrainte de se mettre en action? Alors, je pense que il est très clair que la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas à court terme pour ce qu'on appelle fermer les spreads, face à une crainte politique, et qui, si elle était avérée, s'agissant là par exemple du RN, donnerait lieu potentiellement à un non-respect des règles de déficit. Aujourd'hui, la France est donc entrée en phase de procédure pour déficit excessif. On est à 110% de dette du PIB, et donc un niveau de déficit qui est au-delà des 3% requis. Et donc, dans ce contexte-là, la Banque Centrale Européenne est très claire. Tant qu'on ne respecte pas les règles, ou qu'on n'a pas la volonté de respecter ces règles, puisqu'il y a un programme de réduction du déficit programmé quand on rentre dans ce type de procédure, qui est de 0,5% par an, pour tendre donc vers les 3%, comme je l'indiquais. Si on ne montre pas de bonne volonté, la Banque Centrale Européenne n'a pas de raison d'intervenir et de mettre en place le TPI, etc. On peut imaginer en plus que d'un point de vue purement, personnel, Christine Lagarde ayant été mise à ce poste, notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, on l'imagine mal venir à la rescousse de Marine Le Pen. C'est pas tout à fait dans ses couleurs. Bon, ça c'est d'un point de vue purement personnel, même si elle l'évoquera pas en ce sens. Mais en tout cas, d'un point de vue purement institution, la Banque Centrale Européenne ne doit pas intervenir à court terme pour, contrevenir des conséquences de problématiques purement politiques. Voilà. Il n'y a pas de raison, aujourd'hui, financière, il n'y a pas de fragmentation de la dette française. On est entre 70 et 85 points de base contre l'Allemagne, ça a été évoqué. Donc il n'y a pas de raison de changer de clé de répartition ou de mettre en place des programmes de soutien, quel qu'il soit, à court terme. À partir de quand il y a besoin de protéger la transmission de la politique monétaire? À partir de quand les mouvements deviennent non voulus, se diffusent au-delà de la France? Je dirais que dès lors que... Je vous emmène dans un scénario de crise, je précise, c'est pas le scénario central, je parle sous votre contrôle aujourd'hui, mais... Je pense que c'est une question importante, parce que derrière, il y a la question de la force de rappel des marchés sur le politique, qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Et je pense que si on imagine un scénario de crise, avec un gouvernement populiste, de gauche ou de droite, qui viendrait faire exploser la dette française, en appliquant le programme évoqué de relance et de soutien à différents plans de l'économie, tel qu'évoqué dans le programme du NFP ou du RN. Là, il est très clair que tant que je dirais que la France n'aura pas indiqué sa volonté de revenir dans les clous, et donc de rentrer dans un programme de déficit excessif en respectant les règles, la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas. Si ensuite, la France en vient à exploser complètement son taux de refinancement, comme ça a pu être le cas de la Grèce, souvenons-nous, en 2015, avant que Tsipras signe en juillet 2015 l'accord avec les créanciers, juste après avoir fait un référendum demandant l'avis des Grecs. Derrière, il ne respecte pas le référendum qui dit non aux demandes des créanciers européens, et pour autant, Alexis Tsipras signe en juillet ce programme qui amènera la Grèce vers l'austérité. Mais pour autant, le resserrement du coût de refinancement de sa dette, qui aujourd'hui traite à l'intérieur de l'Italie. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, on voit bien qu'on peut se faire très mal avant que ça revienne, et que finalement, pour intervenir et pour éviter la fragmentation de la dette, il faut à un moment que le gouvernement accepte de jouer avec les règles des créanciers. Concrètement, sur la partie gestion
question, comment vous traitez ce cas français et plus généralement, est-ce que ça a une implication sur des ajustements particuliers sur les actifs français et européens peut-être dans leur ensemble? Non, il y a eu très peu de réactions dans les portefeuilles, je dirais, de façon préventive, et simplement parce qu'on était très peu exposé au cas spécifique français. On a soit des portefeuilles globaux qui, en effet, finalement subissent peu ou pas l'effet de la volatilité sur les actifs français aujourd'hui. Et s'agissant de portefeuilles plus eurocentriques, finalement, on n'était pas surexposé au cas français dans les portefeuilles ou de façon très mesurée. Et dans ce cas-là, on a couvert à la marge l'exposition, la surexposition française qu'on pouvait avoir dans les portefeuilles. On a un tout petit peu réduit l'exposition crédit dans certains portefeuilles également, en achetant un peu de protection. Mais encore une fois, je pense que là, on est sur un phénomène politique. L'histoire nous a montré qu'on pouvait avoir une volatilité à court terme, mais qu'il fallait rallonger la maturité de nos analyses pour regarder un peu quels étaient les sous-jacents. Il faut regarder au-delà. Quels sont les sous-jacents macroéconomiques? Quels sont les fondamentaux? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un secteur des services qui tient bien, un secteur industriel qui rebondit aux États-Unis. C'est plus disparate en zone euro, certes. Le manufacturier rebondit de façon désordonnée en zone euro. Plutôt les pays d'Europe du Sud qui rebondissent que les pays d'Europe du Nord, d'ailleurs. C'est assez intéressant à remarquer, une fois n'est pas coutume. Mais voilà. Mais on voit bien qu'on a choc d'incertitude, oui, mais pas remise en cause du scénario macro tel qu'on l'imaginait il y a encore quelques semaines pour la France et l'Europe en général. Non, on est plutôt de nature à profiter au contraire de ces points de volatilité qu'on attendait. On a un renchérissement de certaines classes actives depuis le début de l'année, notamment sur le crédit, sur les actions, et finalement, pouvoir en remettre éventuellement à bon compte sur un pic de volatilité, c'est une chose qui nous semble intéressante dans un contexte macroéconomique qui nous paraît encore porteur. Ouais. Gilles, quand on peut intervenir comme ça sur l'ensemble des marchés globaux, comment on traite le cas européen? Est-ce que derrière, c'est le cas d'investissement européen qui en prend un petit coup aujourd'hui? Oui, enfin, parce qu'il y avait une thèse quand même d'investissement européen depuis le début de l'année qui était que la BCE allait baisser ses taux plus fort, plus tôt que les autres. Là, c'est clair que déjà, l'hésitation, la valse hésitation américaine avait refroidi la BCE. Là, en rajoutant la France, les perspectives de baisse de la BCE... Ça m'adresse ? Ben oui, ça devient... Ils gèrent un peu, gardent des munitions, ils veulent garder un peu des munitions pour gérer une baisse en septembre, une baisse en décembre, comme beaucoup l'espèrent, c'est plus aussi évident que ça aujourd'hui ? On a vu ce matin, donc c'est moi, je pense que ça limite... Enfin, c'est déjà que la BCE a été tiède, je dirais. Et là, je crois que la température a encore descendu de quelques degrés ou monté. Enfin voilà, je pense que oui, ça ajoute de l'incertitude au mix qui fait qu'ils auront tendance à la BCE quand c'est certain à pas se précipiter pour décider quoi. Voilà, donc je pense que ça vient un peu percuter, je dirais, le rattrapage européen qu'on avait en début d'année. Voilà, c'est ça. Et après, paradoxalement, nous on a acheté l'Italie. Je veux dire, je pense que faut voir que la zone euro, c'est pas la Grèce, la zone euro, même la France. Bon, la France est en déficit dans ses paiements, mais globalement, la zone euro est excédentaire. On a retrouvé des excédents là. Oui, largement. Ça veut dire que grosso modo, on peut pas avoir deux pays à problème en même temps. Donc, ça veut dire que si la l'OAT a des problèmes, les bons italiens et les espagnols, par les bonos, en bénéficient. Donc, nous, on s'est mis un peu sur l'Italie parce que, effectivement... Dans le concours de beauté des marchés... sur la zone euro. Et en plus, sachant que c'est une zone ultra excédentaire, donc ça veut dire qu'elle doit mettre son argent quelque part. Donc, et en plus, il y a les Japonais qui sont là aussi. Donc, c'est une raison, c'est qu'ils aimaient bien les OAT. Donc, ils sont bien, donc ça veut dire que dans le concours de beauté, l'Italie, à court terme, gagne un cran supplémentaire. Quoi. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un peu de dette italienne pour se positionner au cas où ça baisse et ça revienne, parce que effectivement, dans ce concours de beauté, l'Italie. Mais sinon, je dirais, dans le grand sens de l'investissement, je veux dire, tant qu'on n'a pas de problème d'éventualité de Frexit, ça sera peut-être une question qui sera posée en 2027, parce que le Front National dira, ou le Rassemblement National maintenant, dira, j'ai pas pu faire ma politique parce qu'il y a l'Europe, et donc je transforme l'élection de 27 en référendum sur l'Europe. À mon avis, dans ce cas-là, il sera perdu, mais quelque part, je veux dire, tant qu'on n'a pas une volonté comme les Grecs, et pour moi, l'exemple grec, dans la dynamique, c'est pas les mêmes chiffres. Cette pression, ou au moins ce regard vigilant sur la France, il ne va pas s'arrêter le 8 juillet. C'est quelque chose qui est... On est rentré dans une séquence où on sera surveillé de près à chaque ça sera un amour vache, un amour Dieu. C'est-à-dire que... Non, mais l'Europe a aidé les Grecs, très largement, mais à condition qu'ils respectent les règles. Ouais.
Si, comme on a... non, mais on va pas... On a 50 à 70% de la dette grecque a été reprise par les Européens, enfin, je veux dire... Non, je veux dire, la solidarité européenne a joué à condition que les Grecs respectent les règles. Et je veux dire, et pour moi, in fine, c'est ça la problématique. Soit on respectera les règles de façon volens-nolens, soit la question se pose à un moment, et là, ça sera un bouleversement beaucoup plus important, un risque systémique beaucoup plus important. Tant que ça n'arrive pas sur la table, il n'y a pas vraiment de risque systématique, et il n'y a pas de crainte majeure, un peu d'écartement, un peu de correction. Il y a le problème d'impôts sur les valeurs du CAC, aussi le problème des impôts supplémentaires, ainsi de suite, mais il n'y a pas de risque. L'élection américaine sur les taux le débat a eu beaucoup plus d'impact sur les taux mondiaux depuis 3 jours que ce qui se passe en France. Parce qu'en France, c'est juste l'Italie gagne un peu, la France perd un peu, mais globalement, alors que les 30 centimes ou 20 centimes de taux qu'on a pris depuis le débat, on les a vus. Ça fait plus mal. Hein, voilà. Et ça, c'était général. Hein. C'est même le Bund a bougé. Hein. Comment vous regardez d'ailleurs le cas d'investissement américain ? Alors, il y a la dimension politique, évidemment. Je le disais hier, sous forme de plaisanterie, mais c'est vrai que dans la surenchère française vers le populisme, les États-Unis ne déméritent pas. C'est-à-dire que là aussi, on se demande si Biden va jusqu'au bout. Enfin bon, bref, on sent que cette campagne est peut-être encore pleine de surprises devant nous. Comment ça influence ou pas la gestion du cas d'investissement américain ? Et puis derrière, il y a quand même les entreprises, les résultats, toujours la concentration du marché, les 5-6 plus grosses méga caps qui font les 3/4 de la performance, quoi. Ouais, mais pour revenir un peu à la fois sur la question précédente et sur celle des États-Unis, entre le cas européen et la situation américaine, nous, il y a 2 choses qu'on a envie de faire. Alors, pour commencer par le cas américain, parce que c'est la dernière question, c'est que pour couvrir les portefeuilles aujourd'hui, on trouve que le dollar, c'est pas idiot. Pourquoi ? Parce que malgré tout, même si a priori le RN, il parle plus de Frexit, il peut quand même y avoir du désordre, donc potentiellement un affaiblissement de l'euro, ou en tout cas ça va pas l'aider. Donc dans ce contexte-là, avoir du dollar, un peu plus de dollars, c'est pas idiot, surtout à la suite du débat, puisque comme on vient de le mentionner, le débat a provoqué quoi ? A provoqué hausse des taux d'intérêt parce que Trump il est inflationniste et qu'il va mettre de l'essence dans le moteur, peut-être de manière déraisonnable. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient faire que le dollar soit très très résistant. Alors maintenant, est-ce que c'est via des actions qu'on va acheter du dollar ? Enfin via des actions américaines ? Bof. On n'a pas très envie. Là, quand même, je trouve que les marchés américains sont un peu tendus. Ils ont fait une bonne partie du chemin. Donc on n'a pas très envie d'acheter des actions américaines. Donc ça serait plutôt acheter des dollars via de l'obligataire court. Ouais, je comprends. Voilà, donc un peu de sécurisation, un peu de couverture. Et sur la partie européenne, il y a quand même aussi un élément qui nous inquiète, c'est beaucoup dire, mais en tout cas sur lequel on est assez attentif, c'est que on a vu aujourd'hui 2 publications qui sont pas mauvaises, hein, je veux dire, Sodexo, ils ratent d'un pouillème sur leur chiffre d'affaires. Michelin, c'est pareil, le mix est un peu différent, il y a une baisse de volume, une augmentation des prix. Enfin, baisse des volumes, ça fait des mois que ça dure. Et les deux titres prennent -5. On a vu L'Oréal la semaine dernière, qui a un petit peu averti sur la situation de la Chine, sur la décroissance encore des États-Unis. Résultat des courses, -600 en 2 jours, et aujourd'hui, ça baisse encore. Donc, on a un peu le sentiment que la saison de publication en Europe va être sportive. C'est-à-dire que dès que ça va rater un petit peu, ça va être la grosse sanction. Donc, globalement, notre sentiment et notre stratégie aujourd'hui, c'est plutôt d'enlever un peu de risque. J'entends. Pas forcément de manière structurelle, mais en tout cas d'enlever un petit peu de risque à court terme, parce que pas de bull case sur la France. Sur l'Europe, pas forcément de raison de voir non plus l'Europe décoller. Et sur les États-Unis, c'est quand même un peu tendu, le marché est concentré, les révisions, elles sont... les révisions, elles sont à la hausse sur toujours les mêmes boîtes, mais sur les autres, c'est moyen. Il y en a 6 qui vont voir leurs bénéfices progresser de 30% au deuxième trimestre, et puis le reste du marché qui verra une progression de quelques pourcents. Quoi. Oui, et qui commence à être cher. Et si on parle de toujours la même, c'est malheureux, mais dans Nvidia, aujourd'hui, c'est 40 fois les résultats. Au début de l'année, c'était 25. Donc, au début de l'année, je comprends qu'on puisse dire c'est pas cher parce qu'il va y avoir 60-100% de croissance après, des bénéfices. Jusqu'à maintenant, c'est toujours les analystes qui courent après les résultats de Nvidia. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait, mais oui, effectivement. Mais aujourd'hui, on est à 40 fois, D'accord. avec potentiellement quand même une croissance qui va ralentir. Donc, on est plutôt en train d'enlever du risque aujourd'hui pour se mettre
dans du sécuritaire, du court terme, et puis attendre de voir comment se passe l'été. Oui, d'autant que malgré quelques baisses de taux un peu partout dans le monde, comme vous dites, le cours reste quand même très très intéressant en termes de risk-reward, de volatilité, etc. Oui, et puis à la limite, je veux dire, on peut se mettre en défensif maintenant, sachant que le début d'année a quand même été, pour un portefeuille diversifié, a été tout à fait satisfaisant. Bien sûr. Donc c'est pas comme si on se mettait en défensif alors qu'on était en train de souffrir. Julien, vos commentaires, puis je veux bien qu'on revienne sur l'après-débat Trump-Biden et ce phénomène de repentification de la courbe américaine. Donc on appelle ça un bear steepening. Ça corrige notamment plutôt sur la partie longue par rapport à la partie courte, c'est ça? Et ça, c'est quoi? C'est un avant-goût de ce que le marché peut imaginer avec une nouvelle présidence Trump? Oui, je rejoins en fait ce qui vient d'être dit. En effet, sur l'aspect et les conséquences, je dirais, économiques d'une politique de Trump, c'est que, en effet, c'est reflationniste. C'est reflationniste par notamment peut-être par le sujet de l'immigration. Si Trump venait à réduire ou à fermer les frontières, on sait que ça met de la tension sur le marché de l'emploi. Globalement, le fait d'avoir réouvert les frontières depuis 2021 aux États-Unis, on sait que ça nous a permis d'économiser a priori 0,4 points d'inflation à peu près, par une détente finalement plus forte que ce qu'elle aurait été si on n'avait pas eu cette immigration. On a rejoint complètement, on a comblé le gap que l'on avait dans la période Covid-Trump de déficit d'immigration aux États-Unis. Donc, ils ont besoin, mais ils ont besoin d'immigration et nous aussi. Oui, il n'y a pas que, oui. Petit message. Oui. Mais voilà. Pour économique, oui. Économiquement, c'est porteur, ça limite les pressions inflationnistes et ça permet d'apporter je dirais, une bouffée d'oxygène sur la force de travail, notamment aux États-Unis. Donc, ça, c'est très clair. Il y a aussi une thématique de fond aux États-Unis qui est que globalement, on a un secteur des services qui se tient très bien et un secteur manufacturier également qui rebondit. Alors, on est toujours en zone de contraction quand on regarde l'ISM, mais on sait qu'on a eu une période de déstockage qui était très forte, donc on a un déstockage technique, une récession manufacturière technique liée au déstockage. Donc, on a un élastique conjoncturel potentiellement qui peut être assez fort et on voit que ça s'est déjà redressé. Donc, on a un sous-jacent manufacturier qui rebondit, les services toujours bien orientés et en effet, Trump qui pourrait souffler sur les braises. Donc, ça amène à une reconstitution de la prime de terme, donc à une hausse des taux longs et donc une repentification des courbes de taux qui aujourd'hui restent quand même très plates. Et du point de vue de la Fed, qu'est-ce que ça implique? J'ai de mémoire aux dernières projections du dernier FOMC, donc ils avaient enlevé une baisse de taux des projections cette année, mais pour en rajouter une en 2025, si bien qu'ils sont à 4 baisses de taux dans leur projection, je crois, pour 2025. Qu'est-ce qui est le plus réaliste? C'est d'en faire 2 cette année ou 4 l'an prochain là? Alors, nous, on est clairement, chez Groupama Asset Management, on est à la cible sur 2024, sur vous avez 2025. Toujours très prudent sur les marges de manœuvre de la Réserve fédérale américaine pour baisser ses taux. Nous, on n'a pas changé de vision là-dessus. On a une enveloppe qui est beaucoup plus restreinte que celle du marché. Alors, le marché nous a rejoints en toute humilité. Ils ont été sur 6-7 cuts, le marché 6-7 cuts en début d'année. On est revenu sur 2 cuts à peu près aux US. Là où on ne souscrit pas encore, nous, aux attentes du marché, c'est sur 2025. Là, les investisseurs sont plutôt sur 3-4 cuts, même aux États-Unis en 2025. Nous, on n'y est pas. Donc, on pense que l'enveloppe globale sera inférieure à ce qui est pricé aujourd'hui. Dit autrement, le taux neutre à l'arrivée, selon nous, sera plus haut que ce que les marchés anticipent, simplement parce qu'on anticipe une croissance plus élevée que la cible et une inflation plus élevée que la cible des investisseurs également. Et donc, selon la règle de Taylor, si vous voulez, vous mettez un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation, vous avez un taux neutre qui est un peu plus élevé. À l'arrivée, le taux terminal est plus haut. Oui, c'est quoi les garde-fous aussi de Trump? On évoquait le sujet pour le cas français. C'est quoi les garde-fous disciplinaires autour d'un Trump qui repartirait sur les baisses d'impôts, etc., la fermeture des frontières, les tarifs douaniers, l'attirail Trump classique? Il y a 2 choses, je dirais. Il y a l'électorat et il y a la Fed déjà, parce que le fait que les taux montent et que le dollar ne bouge pas, c'est que visiblement on a une Fed qui reste à des taux élevés. Parce que Trump a parlé de remplacer avec quelqu'un qui baisse les taux, un Burns local pour faire allusion aux années 70. Après, il faut voir que un des éléments quand même moteurs, et on a dans les élections en France et dans les élections, c'est quand même l'inflation. On a bien vu qu'on disait il y a 10 ans, un peu d'inflation, ça met du beurre aux épinards, c'est pas mal, les gens ne verraient pas la différence. Là, on voit aujourd'hui, on a des niveaux de chômage au plus bas, on a dit tout à l'heure en Europe, on a aux États-Unis pareil, et les gens ne parlent que de l'inflation. Donc on voit bien que quand même, c'est pas aussi indolore politiquement que ce qu'on pensait à l'origine, où quand on n'avait pas d'inflation il y a 10 ans, on disait 2-3%, c'est rien. Je veux dire,
si Trump est aussi inflationniste qu'il dit, je veux dire, aujourd'hui, le reproche principal qu'on fait à Biden sur sa politique, c'est d'avoir de l'inflation assez élevée. Pouvoir d'achat. Voilà, le pouvoir d'achat et l'inflation élevée. Et donc, politiquement, ça sera assez rapidement intenable aussi pour Trump de générer l'inflation. Je veux dire, c'était une solution qui paraissait séduisante. Et aujourd'hui, on voit que politiquement, elle use. Et je veux dire, voilà. Et donc, partout. Même au Japon, ils voulaient faire 2% d'inflation, ils sont restés à zéro, alors qu'on leur disait un peu d'inflation, ça met de l'huile dans les rouages. Mais non. Donc je pense qu'il y aura deux, il y aura la Fed, comment on va gérer la Fed derrière, et deux, politiquement, je pense que l'inflation est un coût politique énorme qui fait que... Même pour Trump. Même pour Trump. Oui, voilà. Et donc, il y a un moment, on va le dire comment on fait. Et comment on fait, c'est diminuer le déficit, c'est les taux élevés. Enfin, et puis après, il y a un dernier événement, c'est qu'on parlait des 7. Je veux dire, on a une concentration de marché qui peut créer un choc déflationniste à tout moment si jamais l'IA ne se retrouve pas à hauteur des attentes depuis longtemps. Hein. Voilà, donc, ça invite à quoi? À la prudence quand même vis-à-vis justement des actifs américains, des actions américaines? Oui, il y a un risque au cœur du marché américain qui est juste monstrueux. Je veux dire, la moitié de la progression de l'SP500 c'est Nvidia depuis le début de l'année. On est à 30% des ventes, on a des choses comptables qui ne sont pas toujours très, très claires. Voilà, mais surtout on a un risque systémique qui se niche aujourd'hui au cours du marché américain, et avec le poids des retraites américaines investies en Nasdaq. Aujourd'hui, les retraites américaines sont diversifiées. Hein. Moitié SP500, moitié Nasdaq. De côté, vous avez 10% de Nvidia, de l'autre côté, vous avez 30% de Microsoft, de l'autre, vous avez 50%. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, il peut y avoir à tout moment, si demain on enlève l'IA et si on considère que les investissements ne mènent nulle part ou pas à quelque chose dessus, je veux dire, ces valorisations ne peuvent pas être justifiées. Et vous avez comme le cœur du marché mondial qui est vide, quoi. C'est l'action qui donne la tendance partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est au moment, ça va finir par se réaliser. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça implique, là, en termes de gestion? Il nous reste pour un tour de table. On commence... Je veux dire, on pensait que la techno allait corriger, que l'Europe allait rattraper. C'est pas le cas. On est soumis. Donc, pour nous, c'est clair, c'est une bulle. Donc, on a commencé à shorter. On short, là, depuis au-dessus de 20 000 Nasdaq 100. D'accord. Et je pense que sur le 10 ans, 30 ans, même si Trump peut perturber ça, on est sur les inflations en train de revenir, donc l'obligataire sans risque va être aussi intéressant sur le second semestre. D'accord. Mais l'idée de pouvoir rallonger de la duration, là, côté américain en tout cas. Côté américain, sur le second semestre, parce que je ne suis pas sûr que Trump, le débat était comme sur elle par plein de... Biden l'a perdu très clairement, mais il y avait... pas dire que Trump l'a gagné, enfin il a gagné par abstention ou par abandon, je veux dire, plus que... Vous croyez encore à Biden? Non. Ou des candidats démocrates. Non, mais je veux dire, Trump, un candidat démocrate n'a pas complètement perdu. D'accord. Est-ce que ce sera Biden? Un plan B, quoi. Peut-être. Ok, Biden, dans la fiction totale. Mais voilà, j'étais venu plusieurs fois, je disais que les deux candidats serait peut-être possible, qu'il était possible que les deux candidats, dès l'année dernière, que ce ne soient pas les deux candidats en septembre. On dit plusieurs fois sur ce plateau. Mais je ne suis pas sûr qu'il est complètement perdu tout de suite. Voilà, il n'aurait pas été, ça aurait été mieux et ça aurait été probablement beaucoup plus simple à gérer. Là, c'est comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a des rebondissements peuvent encore arriver. Oui, jusqu'au 5 novembre, la marche est encore longue des deux côtés. Okay. Et je n'exclus pas ni une victoire ni de l'un ni de l'autre, ni d'un troisième ni d'un quatrième. Si jamais, si jamais il y a un accident, voilà. Mais le temps est encore long. Bon, sur la logique d'investissement là pour les clients privés de Mandarin Gestion, Damien, vous disiez, sur la France, il n'y a plus de bull case, donc ça ne sert à rien d'aller trop fort dessus. Mais au-delà de ça, effectivement, où est-ce qu'on se sent confortable là aujourd'hui ? Dans l'obligataire, on se sent encore relativement confortable. Hein. Je veux dire, il y a toujours des... Sécurité, le cours, ça marche bien toujours. Oui, on a toujours du portage relativement élevé, avec malgré tout, pour l'instant, un risque de taux et un risque crédit qui est quand même très très contenu. Hein. Donc il peut y avoir un peu de volatilité. Je crois que, comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas du tout dans un scénario de crise systémique ou de dérapage total. Donc, ce qui est clair, c'est que ce soit pour l'Europe, enfin pour la France, pour l'Europe ou pour les États-Unis, le point d'attention général, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le regarder, c'est uniquement les taux d'intérêt. La mesure du risque sur les marchés, que ce soit les actions ou les obliges, c'est les taux d'intérêt. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de dérapage sur les taux d'intérêt, on n'est pas particulièrement inquiet. Là où on sera un peu plus inquiet, c'est si les taux d'intérêt européens, par exemple, se mettent à grimper pour un risque ou pour un autre, quel qu'il soit. Donc,
aujourd'hui, enfin tout à l'heure, donc on a dit qu'on était un peu plus prudent à court terme. Alors je suis pas trop d'accord pour dire qu'il y a une bulle sur le marché américain parce que globalement les entreprises. Sur l'IA, il y a des entreprises très peu. Oui, alors mais, sur les grosses capis, sur les grosses capis du Nasdaq. Il y a de l'engouement, mais les valos sont pas aussi absurdes que dans l'an 2000, donc ça mérite de corriger, si on est d'accord, parce que je pense que c'est les anticipations qui sont un peu trop élevées et que la croissance est vue comme trop long terme, alors qu'il y a un moment où il y a des concurrents qui arrivent, et il y a un moment où ça ralentit. Donc il peut y avoir des corrections sur ces titres-là, mais c'est pas une bulle dans le sens où on craint un crack. On a vu moins 17 sur Nvidia, ça peut se faire assez vite. Oui, mais ça compte en 2022. Et moins 50 en 2022, avant de refaire 300% derrière. Oui, absolument. Non, ça peut corriger vite sur des titres comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas particulièrement inquiet, on est plus prudent aujourd'hui, mais on n'est pas en train de se mettre aux abris. Pour conclure avec vous, Julien, sur la partie crédit, taux... Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'en effet, on a encore de la valeur sur les parties courtes des courbes. On est en plus plutôt protégé sur l'aspect sensibilité, risque de taux, risque de crédit. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on sera opportuniste sur des points de volatilité qui pourraient arriver, notamment sur le marché du crédit. On l'a vu récemment, c'est un peu écarté avec l'épisode français. On verra ce qu'on fera avec l'épisode américain éventuellement. On peut avoir un peu de vol aux approches des élections. On est dans des valorisations qui, aujourd'hui, restent relativement tendues. On avait protégé les portefeuilles déjà depuis quelques temps. On avait réduit l'exposition au marché du crédit. Donc là, on sera opportuniste en revenant sur ces actifs-là, sur écartement, puisqu'on a plutôt une vision constructive à moyen long terme. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Moutier, directeur des gestions obligataires de Groupama Asset Management, Damien Charlat, directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion, et Gilles Etcheberry-Garay, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management.